Et on ouvre le débat consacré à l'encadrement des lobbies avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour. Vous êtes sénatrice UDUC de l'Orne. Merci d'être avec nous. J'accueille également Didier Marie, bonjour, sénateur socialiste de la Seine-Maritime. Et Philippe Dominati, bonjour, sénateur Les Républicains de Paris. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Trois parlementaires. Nathalie Goulet, première question pour vous. Est-ce que les lobbies approche les parlementaires régulièrement, même si depuis 2009, le règlement intérieur du Sénat doit les identifier et un peu plus réguler, contrôler leurs allées et venues au sein du Palais du Luxembourg? Écoutez, moi j'ai une démarche qui est très très simple. Je ne prends aucun amendement prédigéré, je les rédige moi-même. Donc ils peuvent toujours venir demander. Moi je ne fais rien d'ailleurs que je ne comprends pas ou je ne maîtrise pas et je ne prends aucun amendement prédigéré et j'en signe très peu de mes collègues. Une grande confiance n'excluant pas une petite méfiance. Donc voilà, donc pour moi c'est assez simple. Ouais. Didier Marie, c'est quand même une réalité, cet accès des lobbies auprès des parlementaires qui viennent parfois avec des amendements clés en main, c'est ce que sous-entend Nathalie. Non mais la France serait le seul pays développé qui n'aurait pas des représentants d'intérêt privé ou public qui viendraient solliciter les parlementaires. Donc soyons réalistes, ça existe, et puisque ça existe, il faut que ce soit transparent, et pour que ce soit transparent, il faut que ce soit régulé. C'est l'objet de cette loi qui, je crois, est assez ambitieuse. Ouais. Philippe Dominati, alors le projet de loi Sapin 2 propose de les répertorier, ces groupes de pression, ces lobbies sous forme de registre. Que pensez-vous de l'efficacité de cette mesure ? Très relative. D'abord, je pense qu'il y a d'autres urgences, mais enfin, si on veut réguler, pourquoi pas. Ce qui est le plus important, c'est effectivement l'identification et la transparence. Ce qui est très important pour un parlementaire, c'est de savoir qui s'exprime en face et qu'on ne vienne pas avec un masque ou d'une manière cachée. Mais à partir de ce moment-là, il faut pouvoir avoir une très très grande liberté. Le lobby le plus important à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le lobby des agents de la fonction publique qui votent régulièrement les budgets de l'État et la plupart du temps, ils sont pourtant agents de l'État. Je reprendrai un exemple d'un député, un professeur de médecine qui s'était opposé au ministre de la Santé il y a quelques années, tout en faisant partie de la majorité gouvernementale, en dénonçant par sa propre compétence un vaccin que par précaution, le gouvernement achetait par millions. Il avait dit que c'était inutile. J'observe que si on respectait la loi, aujourd'hui, il serait très difficile pour lui de mettre en garde ses collègues, parce que moi je n'avais pas de compétences particulières dans le domaine de la santé, pour dire, moi je suis pas d'accord, je considère que ce n'est pas normal de faire un tel investissement financier pour un vaccin de ce type à titre de précaution. Il n'aurait pas eu cette liberté d'expression, probablement avec la loi, qui va amener à réglementer, à interdire, à contrôler. C'est la loi qui nous est proposée. Oui, elle est nécessaire, cette loi sur la transparence, pour lutter notamment contre la corruption, Nathalie Goulet? La corruption, on a déjà voté pas mal de textes. Moi, je pense qu'il faut déjà appliquer les textes qui existent. La transparence, c'est nécessaire. Mais vous savez, ce qui agace terriblement l'opinion publique, c'est le décalage entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont porteurs d'un certain nombre de condamnation pour lequel notre système judiciaire met du temps à condamner, voire à exécuter, et qui sont toujours en fonction. C'est cette distance qui est difficile. Il faudrait trouver des méthodes, et puis vous savez, le discrédit de la classe politique ne se réglera pas avec un texte qui réglera le problème des lobbies, qui existent, mais qui pourra se transformer. On a aussi des tas de lobbies, de groupes de pression étrangers, multiples et variés partout. Donc là aussi, il faudra faire le tri. Si on prend un exemple récent, Didier Marie, sur le projet de loi biodiversité, on a pu dire que le lobby de la chasse au Sénat avait empêché le vote de certains amendements. Je pense par exemple à la chasse à la glu. Est-ce que ça, avec ce projet de loi Sapin 2, ça sera encore possible, ce type de situation? À titre personnel, je ne suis pas chasseur et donc je me garderai bien de juger les amendements qui ont été approuvés. Non, je crois plus sérieusement, il y a... Mais c'est très sérieux, puisqu'on a pu dire que le lobby de la chasse était à l'œuvre au Sénat. Oui, mais il y a dans ce que l'on appelle les groupes d'intérêt des choses positives. Je veux dire, les parlementaires sont extrêmement intelligents, travaillent beaucoup, mais ne sont pas au fait de toutes les situations. Que l'on ait la possibilité d'avoir des contacts avec des spécialistes, des experts de tel et tel domaine, ça me paraît tout à fait justicieux, puisque de toute façon ça existe. Ce qu'il faut, c'est que ce soit transparent. C'est-à-dire que l'on sache qui vient voir qui,
et que l'on sache que ces représentants d'intérêt sont éventuellement financés par telle banque, tel groupe, qu'ils aient donné tel type d'avantage à telle autre personne, etc., etc. C'est ça qu'il faut, de telle sorte que à la fois les parlementaires et plus globalement les élus agissent de façon totalement consciente et ne se fassent pas manipuler, ça peut aussi arriver, et que d'autre part, nos concitoyens sachent qui dit quoi et qui fait quoi. Nathalie Goulet, c'est toute la question de qui doit se trouver aussi dans ce registre, dans ce répertoire. On a vu à la fois les associations comme l'AMF refuser d'être considérées comme un lobby. Bah écoutez, moi je cumule pas, je suis même pas maire, je n'ai jamais été, moi j'ai profond respect pour l'AMF. Mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont aussi dirigées ou organisées par des gens qui cumulent un certain nombre de mandats et qui donc se trouvent avec des liens d'intérêt. Alors moi je voudrais aussi vous dire que dans tout ce fatras, il faut quand même pas oublier qu'on est quand même un certain nombre, et la majorité d'entre nous, à avoir des convictions. Ça veut dire qu'on peut défendre un certain nombre de sujets sans pour cela qu'il y ait un lobby derrière nous, ou devant d'ailleurs. Donc là aussi, il faut faire la part des choses. Mais encore une fois, le discrédit sur la classe politique est tel, je ne crois pas que cette loi changera grand-chose dans un délai très court. Philippe Dominati, sur cette question de qui doit figurer dans ce répertoire des lobbies, je sais que vous allez déposer des amendements pour que les syndicats notamment soient considérés comme c'est la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire que si l'AMF est un lobby, les syndicats sont automatiquement des lobbies et ainsi de suite. Et puis un jour, lorsqu'un parlementaire va présider peut-être ou participera à une association d'intérêt général style Croix-Rouge ou autre, on considérera qu'il est dans un lobby, qu'il n'est pas parlementaire. Et donc, en réalité, on paralyse une expertise, une compétence, bien souvent de quelqu'un qui connaît un métier, et à terme, le parlementaire ne pourra pas parler de son expérience et de son métier, parce qu'il devra être prudent et parler d'autres choses et aborder des sujets qu'il ne connaît moins bien. Donc c'est en cela que j'ai dit oui, effectivement, s'il y a l'AMF, les syndicats sont obligatoirement des lobbies. Moi, je suis favorable à ce que on ait un périmètre le plus large possible pour que les uns et les autres qui font du conseil soient connus. Donc voilà, il faut que le périmètre soit large. En même temps, c'est pas une loi moralisatrice. C'est une loi qui vise à la transparence, tout simplement. Il ne s'agira pas de dire que tel ou tel type de lobby serait susceptible d'être en situation de corrompre les élus. C'est pas le cas, c'est pas le problème. Si ça l'était, de toute façon, c'est pénalement répréhensible. Donc là, il s'agit simplement de savoir qui sont ceux qui franchissent les portes de nos assemblées respectives, qui viennent voir les élus et qui portent des propositions. Quand on le sait, on a le droit de discuter avec tout le monde, les parlementaires l'ont toujours fait, mais on saura qui est en face et on saura surtout qui est derrière ceux qui sont en face. Et ça me paraît extrêmement important. Et c'est une manière aussi de relégitimer quand même la parole publique et de faire la séparation entre les intérêts privés et ce que nous sommes. Nathalie Goulet, est-ce que les lobbies sont encore un peu tabous en France? On a l'impression que c'est toujours quelque chose d'infamant, alors que si c'était davantage régulé, encadré, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir un apport démocratique comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Oui, alors bon, vous savez qu'au Canada, vous devez déclarer si vous êtes invité à déjeuner par les uns ou les autres, ça doit faire l'objet d'une déclaration au Parlement. Nos collègues parlementaires canadiens sont extrêmement prudents sur ce genre de choses. Moi, je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose de tout à fait simple. Prenez nos amis arméniens. Bon, chaque fois qu'il y a un texte sur la Turquie ou sur le génocide, est-ce que vous allez appeler la communauté arménienne, est-ce que vous allez appeler un lobby, est-ce que vous allez appeler les Turcs des lobbies, parce qu'ils interviennent les uns et les autres sur un problème qu'on va retrouver sur le texte sur l'égalité, puisque l'Assemblée nationale a voté finalement la pénalisation du négationnisme du génocide arménien, donc on va revoir les mêmes. Bon, est-ce que ça c'est un lobby ou pas? Donc vous voyez l'extension. Donc moi je suis d'accord pour la transparence, mais il faudra aussi regarder tous les mouvements politiques en exil, et Dieu sait qu'il y en a, dont les moins recommandables sillonnent nos parlements et nos couloirs, dont les moudjahidines du peuple sur la prétendue démocratie iranienne. Enfin, tout ça doit faire l'objet, franchement, d'un examen attentif. Donc moi, je suis plutôt favorable, mais il faut raison garder, et puis il faut surtout que les choses nous permettent quand même de travailler dans des bonnes conditions, parce que quand même, quand on a un interlocuteur qui connaît son dossier, ça nous permet, même si on n'adhère pas complètement à ce qu'il dit, avoir une autre vision, parce qu'on n'est pas
spécialistes de tout, loin de là. Ouais. Ils doivent être associés au processus décisionnel, au processus législatif, ces lobbies, Philippe Dominati. Non, ils doivent nous informer. Je vais prendre un autre exemple. En tant qu'élu parisien, on a un problème depuis des années avec le taxi à Paris. Maintenant, vous avez l'émergence d'un nouveau métier, les VTC. Les taxis, ce sont des syndicats de taxis. Peuvent accéder aux parlementaires, voire les VTC, c'est des groupements de chefs d'entreprise. Ils ont exactement, je dirais, les mêmes préoccupations ou la même défense de leurs intérêts. Pour entendre les deux parties, d'un côté vous recevez les lobbies, de l'autre côté vous recevez les syndicats, donc le parlementaire est au milieu. En réalité, les deux opinions sont valables. Le problème, c'est vraiment d'identifier la source de l'information qui nous est délivrée. C'est tout. Mais il faut que ça soit le plus souple possible. Je pense que globalement, les parlementaires de toute sensibilité sont assez d'accord sur l'objet de ce texte. Après, les différences vont se jouer sur le pouvoir donné à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, notamment de savoir s'il est possible ou non qu'elle sanctionne les comportements. Alors si un lobbyiste ne respecte pas ses obligations, il y aura une amende de 50 000 euros. Oui, alors ça c'est discuté actuellement. Ça fait partie, des débats que nous avons eus à la commission des lois. Certains y sont favorables, moi j'y suis favorable, d'autres le sont moins. Donc on est plutôt sur le périmètre de définition des lobbies et puis sur les moyens de contrôle, parce qu'on peut dire il faut se déclarer et puis ensuite s'arrêter là. Si on veut que ce soit réel et efficace, il faut derrière qu'il y ait des moyens d'investigation, de contrôle et de sanction. C'est tout l'objet de ce texte. Nathalie Goulet. Oui, enfin, on est tous ici à bac plus un certain nombre et puis aussi en ayant une certaine expérience. Donc je crois qu'on est les uns et les autres capables de considérer quand vous avez quelqu'un en face de vous, si vous vendre des pommes de terre qui ne veulent pas cuire, ou s'il a un discours cohérent et construit. Je veux dire, on a tous une expérience et on est tous capables de raccompagner quelqu'un vers la porte de notre bureau le plus élégalement possible si on considère qu'il essaye de nous manipuler. Je crois qu'on a tous eu ça dans nos bureaux respectifs. Il faut aussi considérer qu'on a une autonomie de pensée qui nous laisse quand même agir de façon... On n'est pas manipulé. Je parlais du projet de loi biodiversité avec cet aspect sur la chasse à la glu. Il y a aussi eu les textes concernant la loi Evin. On se souvient ici par les amendements du sénateur Les Républicains de la Gironde, Gérard César, qu'il y avait eu cette remise en cause là aussi de la loi Evin sur la publicité sur le vin. Là, on a pu dire aussi que c'était des lobbies qui étaient à l'œuvre. Non mais écoutez, si vous allez pour la loi de finances et que vous arrivez ou sur le PLFSS, vous avez dans cet hémicycle la route des vins, qui passe d'ailleurs par la route de la bière, chacun défendant ses produits locaux. Bon, est-ce qu'on est soumis aux bouilleurs de cru? Est-ce qu'on est soumis à... Non, on défend nos territoires. Si vous permettez, Madame Didier Marie. On peut défendre effectivement quelque chose avec conviction. Le problème, c'est de savoir si on a bénéficié de quelque chose en contrepartie. C'est ça. Et donc, on demande à ce que les lobbyistes, quels qu'ils soient, déclarent si ils ont invité à déjeuner, invité à faire un voyage, ou éventuellement s'ils ont bénéficié, eux, de financement de groupes d'intérêt autres pour venir plaider leur cause auprès des parlementaires. C'est ça qu'on veut savoir, en toute transparence. Après, les parlementaires, effectivement, sont tout à fait aptes à défendre la route des vins, la route de la bière, et pourquoi pas la route de la pomme quand on est normand. Voilà, je pense que ce n'est pas un problème. Le tout, c'est que ça se sache. Ouais. Philippe Dominati, de là à interdire toute communication entre un parlementaire et un lobbyiste, c'est quasiment mission impossible. Oui, c'est stupide. Je pense même que c'est stupide. Il faut faire confiance, et Nathalie Goulet l'avait dit, et mon collègue également, je dirais à l'éthique personnelle du parlementaire. C'est une question de responsabilité individuelle et de libre arbitre. Si on n'a plus confiance dans la représentation nationale pour pouvoir arbitrer ce qui est bon et mauvais, vous pouvez faire tous les règlements, tous les décrets, toutes les contraintes, ça ne changera rien. Ça voudra dire que le système est bloqué. Et en réalité, on peut rapprocher avec ce qui s'est passé en France avec le financement des partis politiques. On a voulu évidemment assainir les partis politiques. Maintenant, les partis politiques dépendent totalement des fonds publics. Il n'y a plus de possibilité autre d'expression que des fonds publics. On a fonctionnalisé le financement des partis politiques, ce qui finalement amène à faire en sorte que ne peuvent exister que les grandes machines. Et l'émergence de nouveaux partis, de petites structures, de nouvelles structures, de demander à M. Macron les difficultés qu'il aura à financer éventuellement un courant d'idées. Il ne pourra pas. Il faudra attendre l'élection d'une assemblée, le nombre de voix, etc. Ça aussi, on est l'un des seuls pays à avoir un tel excès, je dirais, dans le financement public de notre vie publique. Ce sera l'objet d'un autre débat. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Sénat 360.